Nous nous retrouvons ici pratiquement un an après la première assemblée générale équivalente d'Insoumis qu'on avait fait à Saint-Cève, dans notre FI estival de Saint-Cève. Après, une des communications de la Formule 1, c'est que ça ne roulait pas autant qu'on aurait voulu. Et peut-être qu'avec des personnes qui prenaient des responsabilités un peu plus localement, ça permettrait de peut-être soulager les... Le militer autrement pour pouvoir créer des choses qui seraient participatives. Mais on s'est posé du coup la question de la légalité de certaines actions, le fait de repenser les... Il a déjà été dite, donc on va pas revenir dessus. On a parlé de la communication, donc nous on est resté sur des choses plus traditionnelles, sur créer une boîte mail anti-racisme et le lutte LGBT. D'accord, c'est un débat formé, forcément ça marche en stream. Très bien. Question de formation, pour former les militants à toutes les questions chaudes et difficiles. Merci Sylvie, merci à toutes et à tous pour le travail que vous avez fait. Alors effectivement, cette question sur la structuration du mouvement, elle est partagée. Il n'y a pas que la Gironde qui se la pose, vous dites bien. Elle est partagée par beaucoup de départements, beaucoup de GA partout sur le territoire. Et nous avons eu des discussions qui étaient prévues à l'ordre du jour de nos journées parlementaires du 23 et 24 septembre dernier. Et nous avons eu des discussions sur cette question-là. Et le national a fait un certain nombre de propositions, nous a fait un certain nombre de propositions pour évoluer rapidement dans la structuration de la France Insoumise et notamment la place et les moyens qui pourraient être donnés au GA pour militer.
merci à tous d'être venus pour cette table ronde dont le thème est salaire, retraite et profit, comment répartir autrement les richesses. Nous avons donc une table ronde aujourd'hui qui est composée de plusieurs invités que nous remercions déjà d'être venus nous voir. Alors, on va partir peut-être en présentation dans ce sens. Nous avons du coup Serge Uria, qui est militant d'une association d'entraide dans le Médoc. Monsieur Éric Bert, qui est économiste, membre du Parlement national de la NUPES. Monsieur Didier Delassa, membre du POI. À ma gauche, du coup, Alain De Carlo, du FSU, de la FSU. Et... C'est quoi la FSU pour les gens qui ne connaissent pas? La Fédération syndicale unitaire, donc la Fédération syndicale unitaire, donc qui syndique dans la fonction publique, notamment beaucoup aussi dans la fonction publique d'État, et on est la première fédération en termes d'enseignants. Donc voilà, pour vous donner une image. Merci Myriam. Et du coup, Myriam Eckert, qui est de Gilets jaunes, élue sur la commune de Bordeaux et membre donc, du collectif Bordeaux en lutte. Je n'ai pas forcément tous les éléments par rapport à votre question. Ce projet-là, c'est le projet de ce qu'on appelle les champs captants. Ça part, parce qu'il faut le resituer dans son contexte général, ça part pour préserver ce qu'on appelle les nappes profondes. Jusqu'à maintenant, on prélevait d'une manière assez importante ce qu'on appelle les nappes profondes. Et ces nappes profondes étaient menacées, donc c'est des nappes qui sont millénaires. Et donc il y avait un risque de diminution trop importante de la ressource, puisque millénaire, ça veut dire que pour qu'elle se reconstitue, il faut 1000 ans. Tant que la goutte d'eau arrive jusqu'à la fin, il faut effectivement plus de 1000 ans. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui a été mis en place pour protéger les nappes profondes, sur lesquelles il y avait X prélèvements au niveau des syndicats des eaux de la Gironde, dont effectivement la métropole. Donc pour préserver effectivement les nappes profondes, la métropole a été obligée de réfléchir sur quelles étaient les autres possibilités qu'on pouvait trouver pour pouvoir alimenter en eau la métropole. Alors, en parallèle de ça, vous soulignez un sujet qui est important au niveau de la Gironde, c'est le fait que la Gironde gagne 20 000 habitants par an à l'heure actuelle. Personnellement, j'estime qu'elle est en surchauffe. Je pense qu'à un moment donné, dans toute politique équilibrée, il faut avoir des politiques d'accueil équilibrées, mais à trop vouloir accueillir, à un moment donné, on crée une surchauffe et on crée des déséquilibres. Les déséquilibres sont déjà créés par le problématique de l'accès au logement, puisque Bordeaux est aujourd'hui la 5e, Bordeaux Métropole, aujourd'hui la 5e ville de France en termes de coûts au niveau du mètre carré. Donc les populations moyennes et même les catégories moyennes supérieures n'arrivent plus à se loger sur Bordeaux. Et donc ça crée de la périurbanité, ça crée donc des déplacements de plus en plus importants sur l'ensemble du département de la Gironde, avec tous les problèmes connexes que vous pouvez connaître. Alors, donc, bienvenue à cette table ronde où on veut parler, poser une question chaude en Gironde, la question du transport du quotidien. Donc, c'est pas la peine de vous raconter, à vous Girondins, la congestion de la rocade, les embouteillages, les problèmes de train qui n'arrivent pas à l'heure. Ici même, à notre festival, il y a toute une série de gens qui n'ont pas pu arriver par le train de 12h49 parce qu'il a été supprimé hier. Voilà, la nouvelle est tombée hier. Bon, et on nous a expliqué que c'était le lot commun des Médocains, donc ça fera tout de suite partie du paysage. Et donc justement, Anne Savin est là, qui est une élue locale, France Insoumise, conseillère municipale, chargée des transports. Avec nous aussi... Action sociale. Ah, d'action sociale, d'accord. Avec nous aussi Stéphanie Mariette, qui est membre d'une association qui s'appelle Scientifiques en Rébellion et qui est aussi membre du collectif bordelais Stop à la LGV. David Plagès, qui est à la CGT cheminot et que nous rencontrons souvent, puisque la France Insoumise participe au comité Vigilance Rail, c'est bien son nom, qui rassemble différentes organisations, justement, sur toutes les questions du rail. Michel Lopez, ici présent, qui représente l'association LGVEA, qui remplace Jean-Robert Thomas, qui était annoncé. Et enfin, Frédéric Mélier, conseiller régional communiste, chargé, justement, de ces questions. Alors, je vais d'abord donner la parole à Anne pour peut-être situer
tous ces problèmes qui peuvent se poser aux Médocains pour qu'on puisse partir du local et peut-être aller vers le global dans ce débat, mais bien s'appuyer sur les questions telles qu'elles se posent pour les gens dans la vie quotidienne. Merci. Bienvenue à cette table ronde sur l'alimentation. Qu'allons-nous manger? Autonomie alimentaire menacée, agriculture en danger. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du festival de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Moi, je m'appelle Sophie Moulin et avec une cinquantaine de familles dans le Nord-Médoc, nous portons le projet d'une épicerie participative citoyenne et notre association s'appelle les Tisseurs de Délices. La crise sanitaire du Covid-19 et désormais la guerre en Ukraine mettent en lumière les fragilités de nos systèmes alimentaires mondialisés et interdépendants. Les conséquences néfastes sont indéniables, avec un accroissement de la précarité alimentaire et plus généralement les inégalités sociales, économiques sur nos territoires. Or, l'alimentation est un commun, un bien vital, nécessaire à notre santé, notre futur. Nous prenons conscience que notre résilience alimentaire collective peut être la solution. La tâche est importante, mais pas impossible. Des initiatives en faveur des systèmes agricoles et alimentaires durables et solidaires foisonnent sur nos territoires. Nous accueillons aujourd'hui tout un public d'acteurs, de citoyens, mais aussi 5 invités pour en parler. Alors, Monsieur Yann Van Herzel, membre du réseau Salariat, ici présent, et défenseur du projet de sécurité sociale de l'alimentation. À ma gauche, Monsieur Stéphane Lebeau, vice-président du conseil départemental en charge de l'agriculture, l'alimentation, les mers et les forêts, et cherchant à développer une sécurité sociale de l'alimentation sur le département. Monsieur Dominique Técher, tout au bout, Técher, désolé. Voilà, on m'a dit que je pouvais dire les deux. Donc, porte-parole de la Confédération paysanne, défenseur d'une agriculture paysanne. Enfin, à ma droite, Monsieur Dominique Fédieux, conseiller départemental, maire de Cussac, merci de nous accueillir, et qui a mis sur pied sur sa commune une cantine bio. Et enfin, tout à ma gauche, Monsieur Loïc Prudhomme, député de la région Gironde, LFI, et auteur de l'ouvrage, d'un ouvrage sur la malbouffe.
donc surtout n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la nuit puisqu'on aura un concert pour clôturer cette journée jusqu'à minuit à peu près. Et voilà, vous avez le bar, les food trucks, on remercie tout le monde, le service d'ordre et tous les sympathisants bénévoles qui sont venus jusqu'à Cussac dans notre beau Médoc. Voilà, merci à tous et je laisse la parole. Ils ne savaient pas trop quoi en faire, tant et si bien qu'ils ont commencé par vendre des pierres, démanteler le site, et on a retrouvé toutes les délibérations du conseil municipal de l'époque. Dans les années 50, on aurait pu voir disparaître la porte royale que le baron de Rothschild voulait racheter. Si elle est contrainte, la révolution écologique sera totalitaire. Si elle est choisie, il va falloir que notre système démocratique s'adapte. C'est sur cet aspect nous avons à gauche un vrai problème d'imaginaire. Nous restons trop dans les vieux schémas de la démocratie représentative. Nous devons relocaliser la démocratie, la rendre plus participative, horizontale, directe. Mettre en avant des valeurs comme la coopération, la non-violence, l'autonomie. Mettre en cohérence nos discours et nos actes. Les citoyens ne supportent plus l'hypocrisie du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Il y a urgence à mettre les vieilles politiques politiciennes à la poubelle et à faire ce que les écologistes des années 70 appelaient « faire de la politique autrement ». Il n'y a que comme cela que nous pourrons faire reculer les passions tristes qui nous mènent vers le totalitarisme. Toutes les semaines, nos groupes se rencontrent pour faire vivre cet intergroupe NUP, pour regarder ensemble quelle doit être notre réponse politique aux textes, aux votes qui nous sont proposés par la Macronie et comment nous devons y répondre. Et donc ça fonctionne réellement et, j'allais dire sincèrement, il y a une vraie envie de construire ensemble. Et donc ça, je voulais vous le faire partager parce que vous ne le voyez pas, on est bien loin quand on est à Paris, mais il faut que vous le sachiez que ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi. Tout à l'heure, Hervé Gillet, le sénateur socialiste, était là sur l'atelier de la forêt. Ça marche aussi au-delà de cet intergroupe à l'Assemblée nationale. Certes, il n'y a pas un intergroupe aujourd'hui au Sénat, mais entre parlementaires de la NUP, nous tissons aussi ces liens, et c'est notre responsabilité. Nous tissons ces liens, nous apprenons à discuter, à nous fréquenter, à mettre en commun nos idées, nos divergences, parfois d'approche, je l'ai dit. On ne va pas se cacher, on ne va pas se raconter d'histoire, on ne va pas dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et on est d'accord sur tout. Mais au moins on discute, on s'écoute, et de cette écoute mutuelle, on arrive à proposer des solutions. J'ai proposé cet été au président du département, Jean-Luc Glaise, qui était vraiment les mains dans le cambouis avec ces incendies incroyables que nous avons eu à subir, et les conseillers départementaux étaient aussi très en pointe là-dessus, très présents. C'est comment, moi, parlementaire LFI, je pouvais contribuer à éviter que cela se reproduise. J'ai proposé à Jean-Luc que nous ayons une discussion, tous les parlementaires NUP de Gironde, pour discuter de quelles réponses budgétaires on allait pouvoir apporter pour aider le département à faire face. Voilà ce qu'est un exemple de construction concrète de la NUP au niveau parlementaire. Et c'est, je pense, dans cet esprit-là qu'il faut que nous travaillons à tous les échelons dans lesquels nous sommes engagés. Je le disais, que vous soyez élu ou simple militant de la NUP, partout il faut donner une vie concrète à ce que nous avons à faire ensemble, parce que les échéances arrivent maintenant très rapidement. Alors je vous l'ai dit, la dissolution, n'y croyez pas trop, le prochain coup c'est 2027, mais il y a des échéances intermédiaires à arriver. Et nous avons le devoir, partout où nous pouvons, c'est de repousser le Front National, d'avancer nos idées, de les faire gagner dans toutes les échéances électorales intermédiaires, parce que c'est aussi en changeant la vie des gens, en donnant à voir concrètement ce que ça va changer dans leur vie, dans leur quotidien, qu'on les encouragera, on les convaincra à voter la prochaine fois pour le ou la candidate NUP, pour enfin faire que ce pays soit dirigé par des gens responsables, humanistes, écologistes, et que enfin on aille vers des jours heureux. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence et rendez-vous dans toutes ces prochaines échéances.